Bienvenue au tout premier épisode de Plein notre casque. Je m'appelle Catherine, j'ai 28 ans et je suis formatrice et chargée de projet à Action Autonomie depuis 2020. Action Autonomie, c'est un organisme communautaire qui défend les droits des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. Dans les derniers mois, j'ai discuté avec 12 jeunes adultes qui ont vécu des expériences dans lesquelles leurs droits en santé mentale n'ont pas été respectés. En fait, à Action Autonomie, on reçoit des appels à tous les jours de personnes qui vivent des abus dans le système de santé. Très souvent, ces personnes nous disent qu'elles n'étaient pas au courant des défis auxquels elles allaient être confrontées et qu'elles auraient aimé connaître leurs droits pour avoir plus de pouvoir. C'est d'ailleurs le principal objectif de ce balado. On s'adresse à toutes les personnes qui s'intéressent aux droits en santé mentale, à celles qui ont un parcours dans le système de santé et aussi à celles qui les entourent, comme les parents, les amis, les professionnels de la santé, le personnel scolaire, les personnes intervenantes et celles qui étudient dans le domaine de la santé et des services sociaux ou dans le domaine du droit. Après chaque témoignage, je vais discuter avec des personnes intervenantes pour mieux comprendre nos droits et recours en lien avec les thèmes abordés dans le témoignage. Par contre, on ne pourra pas couvrir tous les enjeux qui touchent les droits en santé mentale, ni toutes les formes de discrimination que les gens peuvent vivre dans un contexte de soins. Il y en aurait beaucoup trop à dire sur le sujet. Donc, c'est tout à fait normal si, en écoutant Plein notre casque, plusieurs questions vous restent en tête. Pour en savoir plus, on vous invite à appeler Action Autonomie ou le groupe en défense des droits de votre région, ou encore à consulter les ressources dans la description des épisodes. Dans les 5 épisodes de la saison 1, on va aborder nos principaux droits dans le système public de santé. Donc, que ce soit avec un médecin, psychiatre, travailleuse sociale, infirmier ou infirmière, on a le droit d'avoir accès à des soins adéquats sur les plans scientifiques, humains et social, avec continuité et de façon personnalisée. Ça, ce que ça veut dire en gros, c'est qu'on doit être traité avec respect et empathie par des professionnels compétents et compétentes qui tiennent compte de nos besoins, de nos préférences et de nos limites. On a non seulement le droit à des services adéquats, mais aussi le droit à l'égalité dans l'accès aux soins, c'est-à-dire sans discrimination. On a aussi le droit au consentement libre et éclairé aux soins. Libre, ça veut dire de notre plein gré, donc qu'on n'a pas reçu de menaces, qu'on ne nous a pas mis de la pression. Éclairé, ça veut dire que les professionnels de la santé ont l'obligation de nous donner toute l'information nécessaire à notre prise de décision. Dans les 7 épisodes de la saison 2, on va rencontrer des jeunes adultes qui, cette fois-ci, ont été forcés de recevoir des soins en psychiatrie. On va donc parler de pratiques coercitives telles que la garde en établissement, les interventions policières, les mesures de contrôle comme la contention et l'isolement et les autorisations judiciaires de soins qu'on appelle aussi ordonnances de traitement. Plein notre casque, c'est aussi un balado qui donne la parole à des jeunes adultes qui ont été trop souvent invalidés. C'est un balado qui met en lumière leurs expériences, leurs analyses et leurs solutions pour améliorer le système de santé mentale au Québec. Je suis très reconnaissante d'avoir fait la rencontre de ces 12 personnes. En écoutant leurs témoignages, vous constaterez comme moi à quel point elles ont su faire preuve de générosité, de courage et de sagesse dans le partage d'expériences intimes, difficiles et parfois même traumatisantes. Certains passages seront difficiles à écouter. C'est pourquoi, au début de chaque épisode, je vais faire des avertissements de contenu, donc des trigger warnings. Si vous ne voulez pas entendre le témoignage, mais que vous voulez quand même avoir de l'information sur vos droits et recours, vous trouverez dans la description de chaque épisode le moment précis où débute l'entrevue avec une personne intervenante. Vous allez aussi constater à travers les témoignages qu'il y a d'importants écarts entre la loi et la pratique. On tient quand même à souligner que plusieurs personnes ont vécu des expériences positives en psychiatrie et qu'il existe des professionnels de la santé extraordinaires qui ont à cœur le droit des personnes. Par contre, dans Plein notre casque, on veut dénoncer les situations dans lesquelles ça s'est moins bien passé pour éviter de reproduire des injustices et des violences. Je vous remercie d'être à l'écoute. Sans plus tarder, voici
Plein notre casque. Avertissement. Dans cet épisode, on parle d'agression sexuelle, d'invalidation et de blâme sur la victime ou victim blaming. On fait aussi référence à une relation amoureuse toxique, à la phobie sociale et à des questionnements sur l'identité de genre. Pour recevoir de l'aide ou de l'écoute, on vous invite à consulter les ressources dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, on rencontre Isabelle, qui a vécu plusieurs expériences d'invalidation en raison de diagnostics qu'elle a reçus et des préjugés qui viennent souvent avec ces diagnostics. Et elle nous explique aussi en quoi ces préjugés l'ont influencée dans ses choix de vie. Puis, dans la deuxième partie, on va rencontrer mon collègue Ghislain, qui est organisateur communautaire à Action Autonomie, pour en savoir un peu plus sur cet organisme. Bonne écoute! Moi, c'est Isabelle. Je suis une personne non-binaire de 28 ans. J'étudie en sciences d'information à l'université. Et c'est ça, je travaille comme aide documentaliste à l'université. Je dirais que ça fait quand même assez longtemps que c'est ça, je suis suivie pour ma santé mentale. Ça a commencé assez tôt, déjà vers 11-12 ans. J'étais traitée pour des troubles anxieux, phobie sociale. Et c'est ça, pendant tout mon secondaire, en fait, j'ai été suivie par une psychologue. Et plus tard, vers 21 ans, à 24 ans aussi, c'est ça, j'ai été hospitalisée pour des dépressions. Puis c'est ça, à ce moment-là, je veux dire, il y a eu des suspicions, en fait, pour d'autres troubles. Je veux dire, à un moment donné, il y a du monde qui pensait que j'étais peut-être bipolaire. Il y en a qui ont pensé que j'avais peut-être une schizophrénie. C'était vraiment ça qui revenait. Puis j'ai eu plusieurs diagnostics, finalement, là, dont le trouble de personnalité limite et syndrome d'Asperger plus tard. Et ouais, c'est ça. OK. Puis toi, par rapport à ces diagnostics-là, comment tu te positionnes? C'est quoi ton rapport aux différents diagnostics que tu as reçus dans ta vie? Je dirais que au moment où j'ai reçu ces diagnostics-là, je ressentais un soulagement. Là, c'était comme... je voyais ça vraiment comme une réponse à des questionnements que j'avais et tout. Mais ça durait pas. C'est ça. Ça durait pas longtemps. Après ça, genre, je me reconnaissais moins. Je relisais les traits. Et c'est ça, dans le fond, c'est ça, je relisais les traits et je me reconnaissais moins. Donc, c'est ça, c'était pas tangible, en fait. Okay. Ça durait pas dans le temps. OK. Donc, tu revisais les traits, c'est-à-dire que tu es allé lire là-dessus, Oui. sur les différents diagnostics. C'est ça. Où est-ce que tu t'es informée là-dessus? J'avoue, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai googlé ça vraiment littéralement. Là. J'ai vraiment checké sur des ressources comme Wikipédia et tout, mais aussi des ressources, des sites qui traitent de troubles de santé mentale aussi. OK. Puis au moment où le médecin ou le psychiatre t'a attribué des diagnostics, est-ce que il ou elle t'expliquait pourquoi ce diagnostic-là? Parce que si tu as fait des recherches par toi-même, c'était-tu parce que tu n'avais pas l'information? C'est-tu parce que tu voulais en savoir plus? Oui, c'est ça. C'était vraiment, je voulais en savoir plus. Et aussi, j'avoue que j'ai comme pas vraiment eu de... Chaque fois que j'ai eu un diagnostic, j'ai pas vraiment eu d'instruction, en fait. Okay. Comme genre... C'est comme si on me remettait comme un mode d'emploi sur comment je fonctionne, mais moi, j'étais comme... OK, j'ai de la misère à lire le mode d'emploi. Je suis comme, wow, je suis comme un peu perdue dans le fond. J'avais vraiment besoin d'être guidée. Et c'est ça, ouais. C'est en partie pour ça que je cherchais des informations. Mais je pense que je cherchais aussi des témoignages, en fait. Pas seulement des listes de symptômes, aussi des personnes qui vivaient des choses similaires à ce que je vivais. C'est quoi les traitements qui t'ont été proposés? Justement, est-ce qu'on t'a proposé d'écouter des témoignages ou des groupes d'entraide? Je dirais que moi, ça a surtout été la médication. Il y en a une que je me souviens particulièrement. Là, en fait, c'est ça, j'ai pris des antipsychotiques, en fait. Puis, il y a des personnes qui disent que le médicament, c'est comme une prison mentale. Puis moi, je trouvais que c'était vraiment ça, là, vraiment pour vrai. Là. J'avais beaucoup d'effets secondaires. Je me sentais toujours épuisée, mais je m'obligeais toujours à prendre ma médication parce que je me disais que c'était vraiment dans l'ordre des choses, il fallait que je la prenne.
Et même si ça me convenait pas, dans le fond, c'est ça, c'est vraiment, je me forçais à chaque fois. Et c'est ça, on dirait que je faisais pas vraiment le lien. Je suis toujours épuisée, mais moi, je pensais que c'était vraiment juste le stress qui faisait ça, mais c'était peut-être la médication, je pense, aujourd'hui aussi. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence dans ta vie d'avoir de multiples diagnostics? Ben, ça, je me cherchais beaucoup, puis même que c'est ça, le fait de pas vraiment comme connaître de personnes qui avaient ces diagnostics-là, je me sentais comme perdue, puis je me sentais très, ouais, c'est vraiment pas un bon terme, mais je me sentais comme médicalisée, comme pathologisée, si ça peut C'est un se bon dire, terme, là. ouais. OK, c'est bon. Mais c'est ça, un peu comme si je pouvais pas comme... un peu comme si j'étais vraiment dépendante de ce diagnostic-là. Genre, il y a comme... il y a Isabelle, mais elle vient avec le diagnostic. C'est vraiment comme ça, tu sais. Puis je me rappelle, j'ai fait beaucoup de recherches sur les traits et tout, comment je pouvais me correspondre, puis je pouvais chercher vraiment loin. Puis je me disais, ah, OK, ben c'est comme ça que je fonctionne. Donc, OK, c'est ça. Dans le fond, c'est comme si je me déterminais vraiment avec, à partir de mon diagnostic. OK. Comme si ça te définissait entièrement, là. C'est ça, oui. OK. Un exemple, c'est quand j'ai eu un diagnostic syndrome d'Asperger. Est-ce que tu veux juste nous expliquer ça veut dire quoi, ce mot-là? Asperger, oui, pas de problème. En fait, c'est un trouble du spectre de l'autisme et ça se caractérise avec des difficultés au niveau de la communication, des interactions sociales. Il y en a qui vont dire aussi que c'est des personnes qui ont des intérêts très spécifiques puis un peu inusités, comme ça pourrait être, par exemple, les papillons ou, je sais pas, là, les piles, des choses comme ça, admettons. OK, d'accord. Ouais, c'est ça. J'ai eu ce diagnostic-là. Et, tu sais, comme par exemple, un des traits, c'est ça, comme je disais, ben il y a des difficultés dans les interactions sociales. Donc, je me disais, ah, OK, fait que, bon, j'ai des difficultés avec les relations sociales. Donc, je suis mieux de me choisir un champ d'études qui n'a pas trop d'interactions sociales. Et c'est ça, ça m'a fait changer drastiquement de choix. J'ai changé drastiquement de choix d'études. En partie à cause de ça. J'étudiais en anthropologie, j'adorais ça. Et finalement, j'ai switché pour quelque chose qui a beaucoup moins d'interactions sociales à cause de ça. Quand finalement, en fait, j'aime être avec des gens. Je veux dire, j'aime ça parler avec le monde, mais je me voyais vraiment comme une personne antisociale à ce moment-là. Ou bien plus pas douée avec les relations sociales. OK. Est-ce qu'on peut dire que tu t'es comme auto-étiquetée ou auto-stigmatisée là-dedans? Totalement. OK. Oui, c'est ça. Puis est-ce qu'il y a eu d'autres conséquences dans ta vie du fait d'avoir un diagnostic puis d'être stigmatisée par rapport à ça? Oui. Il est arrivé des événements dans ma vie, des événements assez problématiques. Et j'en parlais, en fait, dans mes rendez-vous avec psychiatres, intervenants, ces personnes-là. Et à un moment donné, c'est que j'avais fait... dans le fond, ce qui est arrivé, l'événement dont je voudrais parler, c'est que j'ai eu un shooting photo à un moment donné. Puis c'était vraiment un shooting photo très artistique, un peu bizarre, avec des costumes et tout. Et, ça a l'air cool! Oui, c'est quand même... Oui, c'était cool. C'était un peu sci-fi, quelque chose comme ça, tu sais. Puis... sauf que le photographe, il était très... en tout cas, il était très, comment dire, très envahissant. Il voulait comme toujours, il voulait toujours que je m'assoie sur lui. Il voulait m'embrasser et tout ça. Puis il était très... c'est ça, disons qu'il était très tactile. Puis genre, moi, j'étais très, très, très malaisée. J'osais pas lui dire d'arrêter parce qu'il était comme beaucoup plus grand que moi et tout. Puis c'est ça, je me sentais comme gênée, tout ça. Comme intimidée un peu? Intimidée, oui, c'est ça le mot, oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Puis, ouais, j'avais vraiment pas aimé ça, en fait. Puis, j'en ai parlé à un moment donné j'étais dans un centre de crise et j'ai décidé d'en parler à un intervenant qui était là. Et c'est ça. Dans le fond, j'ai parlé de ce qui s'était passé. J'avais vraiment envie d'en parler parce que ça faisait comme une couple de jours, je me sentais pas bien avec ça. J'y repensais, puis j'étais comme... C'est comme je pense que j'ai vécu une agression, tu sais. Puis là, j'en parle à la personne, puis là, l'intervenant, il me dit, genre, je sais pas, il y avait comme
pas trop de l'air sûr de ce qu'il disait, mais bref, là, il me dit ouais, mais t'as pas dit non, tu lui as même pas dit d'arrêter. Fait que c'est comme si t'avais été un peu consentante, dans le fond. Et il a changé de sujet. Et c'est ça. Ouais, il a vraiment changé de sujet. C'est comme, on dirait que c'est comme si c'était pas vraiment dans sa branche, dans sa spécialité, je sais pas, là, genre, c'est ce genre de choses-là. Et il a voulu comme changer de sujet. Puis là, on a parlé de ma médication puis de mon quotidien. Et ouais, c'est ça. C'est comme si ça l'avait mis mal à l'aise. Oui, parce qu'il savait pas comment intervenir, dans le fond, dans cette situation-là. C'est ça, donc c'était très maladroit. OK. Ouais. OK. Puis est-ce que tu penses que le fait d'avoir un diagnostic, ça a comme eu une influence là-dedans? Oui, parce que, à ce moment-là, je n'étais pas diagnostiquée Asperger. Mais il y avait trouble de personnalité limite dans mon dossier, dépression, etc. Puis je me suis demandé, peut-être que l'intervenant, il a vu dans mon dossier que j'avais un diagnostic de trouble de personnalité limite, puis il s'est dit, mais elle a ce trouble-là, puis c'est normal qu'elle ait des relations bizarres, des relations toxiques et tout. Donc, on change de sujet, là. Comme si c'était juste ce qui m'était arrivé, c'était un symptôme de mon diagnostic, dans le fond. Fait que t'as été totalement invalidée, en fait, à cause de ça, tu sais. Il y a des choses qu'on entend aussi par rapport aux troubles de personnalité limite, comme quoi c'est des personnes qui vivent les émotions de façon trop forte puis qui exagèrent puis tout ça. C'est quand même des préjugés qu'on entend, là, puis que probablement que ça va teinter les interventions des professionnels de la santé. Là. Oui, totalement. Ouais. Le pire avec tout ça, c'est que plus tard, je pense que c'était 1 an plus tard, là, j'ai vu que le photographe il apparaissait sur une liste de personnes qui ont commis des agressions, en fait. Donc, ça veut dire que j'ai pas été la seule personne avec qui il a comme avec qui il y a eu des comportements envahissants comme ça. Là. Donc, c'est ça. Donc, je me disais, aïe, j'ose pas imaginer, honnêtement, la personne, admettons, qui se sent coincée là-dedans, puis qu'il y a personne avec qui en parler, puis la seule personne à qui elle peut en parler, elle lui dit « finalement, tu sais, tu t'es pas défendu rien, fait que t'as été un peu consentante. » Puis est-ce qu'il y a d'autres expériences d'invalidation que tu as vécues, justement, dans le système de santé? Oui. Souvent, c'était vraiment comme en parlant... C'est ça. En fait, j'étais vraiment plus connue pour le trouble de personnalité limite. Et j'avais souvent l'impression que la personne en face de moi, que ce soit un psychiatre, que ce soit une intervenante, j'avais souvent l'impression que la personne, elle cherchait... je parlais de ma vie, d'événements qui m'étaient arrivés. Puis c'est comme si la personne, elle cherchait comme les traits du diagnostic, comme si elle énumérait là, les symptômes ou qu'elle essayait d'en trouver dans ce que je disais. Okay. Elle voulait voir comment tu allais fitter dans le cadre qu'on se fait de c'est quoi quelqu'un qui a un TPL. Là. C'est ça, exactement. Okay. Puis c'est pas agréable, ça, avoir ce sentiment-là. Je me souviens d'un psychiatre à un moment donné. C'est qu'à un moment donné, j'avais peut-être 22 ans, là, puis... c'est ça, j'avais vraiment une relation toxique à ce moment-là, puis en tout cas, c'était assez problématique. Une relation toxique avec... oui, avec mon ex, dans le fond. D'accord. C'est ça, oui. Okay. Et c'est ça, puis j'en parlais beaucoup à ce moment-là avec un psychiatre. Et à un moment donné, c'est ça, je pense que je parlais juste de mon ressenti par rapport à cette relation-là. Des fois, je parlais de choses assez intimes. Et à un moment donné, le psychiatre, il m'a interrompu et il me dit « Coudon, est-ce que tu as un problème avec ce que tu as entre les jambes? » Quelque chose comme ça. Puis j'avoue, là, sur le coup, je trouvais ça tellement insolite que j'ai ri. Mais, je comprends. Oui, c'est ça, tu sais, c'est comme malaisant. Là, tu sais, j'ai ri, j'étais comme « Voyons, genre, c'est quoi le rapport avec genre ma relation et tout ça? » C'était vraiment particulier. Mm-hmm. Mais après ça, après coup, là, je me suis sentie vraiment... insultée, là, genre de me faire réduire à un entrejambe. Voyons donc, c'est n'importe quoi, là. À 24 ans environ, j'ai commencé à me questionner par rapport à mon identité de genre. Et c'est ça, je m'informais beaucoup, là, je comprenais que la non-binarité, ça existait, mais puis ça résonnait vraiment quelque chose de mon côté.
Mais c'était quelque chose que j'avais vraiment envie d'explorer, j'avais envie d'en parler. Je connaissais pas vraiment de personnes non-binaires à ce moment-là. Donc, c'est ça. Donc, bref, c'est ça. J'avais vraiment envie d'en parler, sauf que je me disais, ouais, mais avec le diagnostic que j'ai, trouble de personnalité limite, c'est peut-être pas une bonne idée parce que, ben, il y a un des traits du trouble de personnalité limite que c'est vraiment comme une image de soi qui est très changeante. Des changements au niveau de l'emploi, par exemple, au niveau des orientations, l'étude et tout. Là. La personne va changer d'idée beaucoup, là, bref. OK. Donc, c'est ça, j'avais peur de comme, parler de mon identité de genre puis que la personne, elle me dise « Ah, ben non, c'est un symptôme de ton trouble de personnalité limite. Là. T'as pas une autre identité de genre. Là. C'est pas vrai. Là. J'avais comme peur que ça vire comme ça, donc j'en ai jamais parlé comme en santé mentale. Puis c'était quand même basé sur des craintes fondées parce que tu avais vécu plusieurs expériences d'invalidation. Là, donc, oui. Ouais, fait qu'on peut comprendre pourquoi tu as hésité à en parler à ce moment-là. Est-ce que tu es allé chercher de l'aide dans d'autres ressources? Est-ce que tu as réussi à trouver des alliés autour de toi? Oui. En fait, moi, ça s'est surtout fait avec des groupes Facebook. OK. Oui, c'est ça, comme par exemple des groupes de personnes non-binaires. C'est vraiment là que j'ai mon soutien de manière générale. Sinon, il y a toujours ma famille aussi, que je me confie beaucoup à ces personnes-là. Donc, c'est ça. Il y a ma famille et les groupes Facebook. Je venais d'emménager à Montréal. Et dans le fond, Action Autonomie, là, c'était le bâtiment, il était vraiment, vraiment pas loin de chez nous. Et je suis passée devant à un moment donné, puis là, la bâtisse, c'était grand, c'était vieux, ça m'intriguait des gens partant. Puis là, genre, c'est comme, là, j'ai vu Action Autonomie, je suis comme, ah, c'est quoi ça? Puis j'ai juste googlé ça. Puis j'étais comme, ah, c'est donc bien cool. Puis c'est ça, je me disais, bon, ben, c'est ça, je vais passer. Genre, j'ai vraiment envie de voir c'est quoi, puis si je peux m'impliquer, quelque chose, on sait jamais. C'était quoi qui t'avait attiré quand t'as regardé sur Internet, t'as dit ah, c'est cool? C'était quoi plus précisément qui t'avait comme allumé là-dedans? Ah oui, c'était vraiment la mission, en fait, d'Action Autonomie. Okay. C'est ça, vraiment, les droits, les recours en santé mentale. C'était quelque chose qui m'intéressait, puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas j'avais pas de connaissances aucune par rapport à ça. Donc, c'est vraiment venu me chercher. Et c'est ça, je suis juste passée là. Et c'est ça, j'ai été vraiment bien accueillie. On m'a expliqué c'était quoi l'organisme. Et c'est ça, ben ça m'a tout de suite intéressée de devenir membre. Donc, c'est ça, je suis devenue membre. Et là, aujourd'hui, je m'implique beaucoup en écrivant des articles. C'est ça. En fait, c'est ça que je préfère faire. Là. Ouais, OK, ça. Dans le journal La Renaissance. Renaissance, oui, c'est ça. OK, super. Est-ce que tu voudrais nous lire un extrait d'un article que tu as écrit? Oui, j'en ai un ici. Le texte s'appelle « Je ne suis pas un diagnostic ». Donc, je considère les diagnostics que j'ai reçus comme des repères plutôt que des catégories immuables dans lesquelles je dois me retrouver. Aujourd'hui, même si j'essaye au possible de me détacher d'une vision médicalisée de moi-même, le plus important pour moi reste à savoir quel soutien serait le mieux adapté aux situations que je vis actuellement. C'est ma réelle priorité, beaucoup plus que de tenter de savoir ce que j'ai. J'ai un vécu, voilà, c'est ça que j'ai. Avant qu'on conclue, est-ce que tu aurais un dernier message, en fait, que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Je dirais que si jamais vous êtes déçus par rapport à comment les personnes sont avec vous dans le domaine de la santé mentale, là, les professionnels, que ce soit des psychiatres, des intervenants, des psychologues, là, peu importe, là, je sais que ça peut être vraiment déboussolant parce qu'on a l'impression des fois que c'est les seules personnes, les seules ressources qu'on a. Ben, arrêtez jamais de vous informer, de chercher des ressources qui pourraient vous correspondre. Ça peut être des groupes Facebook, là, ça peut être quelque chose de vraiment pas professionnel. Ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être vraiment un groupe. C'est pas obligé d'être un groupe spécialisé là, pour les personnes avec un trouble de santé mentale. Là. Vraiment, ça peut juste être une activité que vous aimez, puis ça peut vraiment, vraiment aider. Pour la deuxième partie de l'épisode, on va discuter avec mon collègue Ghislain, organisateur communautaire à Action Autonomie.
On va en apprendre plus sur cet organisme, comme sa mission, son approche et les moyens utilisés pour la défense individuelle et collective des droits en santé mentale. Salut Ghislain, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça me fait plaisir, Catherine. Est-ce que tu voudrais commencer par te présenter? Ben oui, Ghislain Goulet, je suis organisateur communautaire pour le groupe Action Autonomie depuis plus de 20 ans. Je les compte plus, en fait. Puis qu'est-ce que ça fait, ça, un organisateur communautaire? Je m'occupe de différents comités, différents projets, dans le fond, où, en général, il y a toujours des membres qui sont impliqués. Fait que l'organisateur communautaire, il est là pour mobiliser les membres, puis il est là aussi pour donner un coup de main pour faire valoir, dans le fond, le point de vue puis la défense des droits des personnes, collectivement. Ghislain, est-ce que tu voudrais nous parler un peu plus de l'organisme Action Autonomie? C'est quoi qu'on fait? C'est quoi notre mission? Peut-être de part de ma fonction, je dirais qu'il y a comme 2 missions à Action Autonomie qui se complètent très bien. Une mission qui est la promotion puis la défense des droits en santé mentale, mais particulièrement des personnes qui consultent ou qui font affaire avec le système de santé mentale. Mais il y a une deuxième partie de vie de l'organisme, je dirais aussi fondamentale, c'est qu'on est aussi un regroupement de personnes qui ont fait une utilisation volontaire ou non des services de santé mentale. Donc, on a la prétention, en fait, d'être à quelque part un porte-parole des personnes, au-delà même de la défense des droits, un porte-parole des personnes dans leur désir de vivre une vie citoyenne à part entière dans notre société. C'est sûr que ça fait partie des droits, mais ça va plus loin, je pense, que les droits, c'est de pouvoir circuler librement sans être interpellé par des policiers ou autres, de pouvoir poser des questions, de pouvoir recevoir des réponses et d'avoir une job comme tout le monde, puis de ne pas se faire congédier parce qu'on prend un médicament ou parce qu'on ne file pas. C'est un volet... La discrimination, dans le fond. Exact. C'est un volet, quand même, je trouve, qui est extrêmement important puis qui teinte énormément ce que fait Action Autonomie puis comment il le fait. Maintenant, est-ce que tu voudrais nous parler des approches ou des grands principes là, qu'on met de l'avant à Action Autonomie? Pour ce faire, j'irais faire un petit tour dans l'histoire. Comment est née Action Autonomie qui, en fait, à l'origine, dans le milieu des années 80, s'appelait Autopsie Montréal pour Autonomie dépsychiatrisée. C'est à suite à la désinstitutionnalisation, en fait, où des gens se retrouvaient dans la communauté, à vivre dans un appartement. Puis souvent, parce que des gens ne savaient pas comment la société fonctionnait, les gens se retrouvaient abusés dans leurs droits. Mettons un propriétaire véreux qui augmentait le loyer ou qui te mettait carrément dehors. Quand les gens posaient des questions sur leurs droits, on ne leur donnait pas de réponse. Souvent, on appelait la police. Souvent, dans le fond, on les retournait à l'hôpital psychiatrique. Et bon, c'était aussi le phénomène de la porte tournante. Là. Les gens, on les sortait, puis il y en a d'autres qui les rentraient. Puis, pas parce qu'ils avaient fait quelque chose, là, c'est que les gens, des fois, ils posaient des questions. Tu veux dire qu'ils sortaient des institutions, puis là, ils rentraient. Exact. Ils se trouvaient tout le temps quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils voyaient quelqu'un un peu bizarre. Un peu excentrique. Il ne se préoccupait pas de ses besoins. On va le retourner à l'hôpital, celui-là. Ils vont s'en occuper. Puis nous autres, la société civile, on ne s'en occupera pas. Puis si je ne suis pas capable de le faire, je vais appeler la police. Puis la police va le faire de toute façon. Ouais. Puis il faut dire aussi qu'avec la désinstitutionnalisation, tu sais, c'est pas comme s'il y avait eu énormément de services qui ont suivi dans la communauté pour accompagner les personnes qu'on avait comme sorties d'hôpital. Dans les débuts, effectivement, il y avait une absence de services, puis il y avait une intolérance aussi des communautés qui n'étaient pas prêtes à recevoir des gens qui avaient vécu 15 ans en institutionnalisation, 20 ans. Alors, il y avait vraiment un sérieux problème. Puis c'est devant ce constat-là que des personnes directement concernées aussi, ont dit, ben là, peut-être que on devrait se donner une place où on pourrait aller, puis qu'on n'aurait pas peur qu'ils appellent la police ou qu'ils nous retournent à l'hôpital. Une place où on pourrait poser des questions, puis obtenir des réponses, non pas des jugements, mais des réponses à nos questions.
Puis peut-être une place où il pourrait nous donner un coup de main aussi pour se sortir de notre misère, puis voir un peu de lumière au bout du tunnel. Fait que c'est là qu'a été créé, dans le fond, le groupe Autopsie. Puis pour s'assurer que ce groupe-là soit à l'image, qu'il soit à l'écoute des gens qui viennent, des gens qui passent, qu'il soit sans préjugés par rapport à des troubles de santé mentale ou ils ont comme choisi de faire un groupe qu'on appelle pour et par. C'est-à-dire que les gens soient le groupe et que le groupe soit les gens. C'est quand quelqu'un vient, c'est nous, c'est moi. Il pose des questions, c'est mes questions, puis que je donne les réponses que j'aurais aimé recevoir quand moi je posais des questions. C'est un peu l'idéologie qui est en dessous de la création d'Action Autonomie, puis qui après a teinté la manière dont on travaille. C'est de là que vient le fait qu'on travaille beaucoup sur le self-advocacy. Dans le fond, tous les gens sortaient d'un milieu où la règle, c'était la prise en charge. La règle, c'était de te donner aucun pouvoir, de prendre tout le pouvoir sur toi. Alors, le groupe qui a été créé, dans le fond, il dit non, il faut donner du pouvoir aux personnes pour qu'ils puissent prendre leur place dans la société. Alors, c'est un petit peu ça, la philosophie du self-advocacy, c'est donner du pouvoir aux gens, c'est de répondre à leurs questions, c'est de leur laisser la chance de faire des choix, puis leur laisser le droit d'agir ou de ne pas agir ou d'agir à leur propre manière quand ils sont prêts. Donc, ça a teinté le groupe, puis je dirais qu'encore aujourd'hui, ces valeurs-là sont encore présentes, très présentes au sein de l'organisme, puis on essaie d'être en continuité avec les valeurs d'origine. On est toujours un groupe pour et par. Tous nos membres, ce sont des gens, c'est un critère pour devenir membre, ce sont des gens qui ont fait une utilisation volontaire ou non des services. Notre conseil d'administration est composé à 100 % de membres, donc de personnes qui ont utilisé des services de santé mentale. Par le passé, certains bailleurs de fonds remettaient en question l'argent qu'ils nous donnaient parce qu'ils ne trouvaient pas crédible des membres du conseil d'administration pour administrer des fonds publics, en fait. C'est donc bien teinté de préjugés, ça. Effectivement, c'est une longue lutte pour l'émancipation. Ouais. Puis dans le fond, les membres du conseil d'administration, c'était les meilleurs parce que c'est le groupe, c'est eux autres qui sont en mesure de savoir qu'est-ce qu'on doit décider, qu'est-ce qu'on doit faire pour travailler à l'avancement de la cause, puis comment défendre les gens. Puis au fil des années, on dit peut-être que les gens, on n'a pas de comptable au conseil d'administration, donc on va donner de la formation, on va habiliter les gens à acquérir les connaissances pour administrer une boîte. Puis finalement, je pense qu'on a réussi, puis même au niveau de Centraide, on est reconnu actuellement comme un des groupes où l'empowerment est le plus fort et on valorise beaucoup nos pratiques actuellement alors qu'elles étaient contestées à une autre époque. On pourrait dire qu'on a résisté et tant mieux. Concrètement, dans la défense des droits individuels, comment ça se traduit, ces valeurs-là? Comment ça se traduit, le self-advocacy? Bon, les gens doivent nous approcher, dans le fond, pour nous demander de l'information, nous demander de l'aide. Jamais, sauf vraiment exceptionnellement, mais on n'agit pas sans que les gens nous en fassent la demande, dans le fond. Donc, les premières personnes concernées, en fait. Là. Tout à fait, tout à fait. Puis, donc, les gens nous contactent, les gens nous posent des questions, les gens nous demandent de l'information, on leur donne de l'information. Les gens ont besoin d'un petit coup de main, on leur donne un petit coup de main. Il y en a qui demandent un gros coup de main, on donne un gros coup de main. Il y en a qui, ça va très vite, puis sont capables aussi de bien gérer leur affaire, fait qu'ils font leur bout de chemin. Fait qu'on a des rapports extrêmement différents avec toutes les personnes qu'on aide ou qu'on rencontre. On s'adapte, en fait, là. Tout à fait, tout à fait. On a des conseillers en défense des droits, mais en fait, on devrait plus les appeler des formateurs. Leur rôle, c'est bien plus d'amener quelqu'un à prendre du pouvoir sur sa vie. C'est pas de défendre ses droits à sa place, c'est d'y donner confiance. Un phénomène important au niveau des droits, c'est que plus les gens sont isolés,
plus il y a de possibilités d'être victime d'abus, en fait. Puis faire affaire, venir voir, parler avec Action Autonomie, c'est déjà briser son isolement. C'est déjà d'avoir un allié qui est à côté de nous autres ou qui n'est pas loin ou qui a un numéro de téléphone qu'on peut appeler. Si ça va mal, je sais que je peux me fier à quelqu'un. Donc, c'est une aide importante pour les personnes qui viennent nous voir, qui sont souvent des personnes isolées, isolées de leur famille puis de leur communauté, isolées aussi par la pauvreté, par les troubles de santé mentale, par la médication. Ouais. C'est pas l'hôpital psychiatrique, c'est pas les soins qui aident le plus ces gens-là à sortir de leur isolement. C'est plus dans des lieux comme chez nous. Souvent, les gens, la première fois qu'ils viennent à Action Autonomie, ils se présentent par leur diagnostic. « Bonjour, je suis schizophrène, je suis maniaco. » Non, c'est quoi ton nom? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où c'est que tu veux? Tu sais, il y a toute une éducation là, que les gens ont eu à se définir eux-mêmes. Comme l'autostigmatisation. Par la maladie. Je suis une personne malade, donc on travaille fort et on participe à déconstruire ces mythes-là, ces préjugés-là. Là. Quand je suis arrivé à Action Autonomie, le groupe était beaucoup plus axé sur l'aide individuelle. Puis au fil des années, on s'est aperçu qu'on aidait les gens individuellement à défendre leurs droits. Souvent, on réussissait à leur faire franchir le bout où le droit était pas respecté, mais ça s'avérait vrai uniquement pour la personne qu'on aidait. Ouais. Pour toutes les autres personnes qui venaient nous voir pour le même problème, ils étaient victimes toujours du même processus abusif. Fait que là, on dit, ben voyons donc, c'est le fun d'aider le monde pour qu'ils gagnent, mais ça n'a pas de bon sens que ça n'ait aucune influence sur les pratiques, sur les mesures qui sont en place, sur la réglementation qui est en place. Fait qu'on a commencé à travailler plus sur ce qu'on appelle, nous, des dossiers systémiques ou des dossiers collectifs où ça consiste, en fait, à documenter des pratiques à partir des histoires que le monde nous raconte, en allant fouiller dans un palais de justice ou en documentant d'une manière ou d'une autre des pratiques, donc en comptabilisant des façons de faire, en disant, ben là, regarde, il y a à peu près tout le monde est concerné par cette pratique-là. Et ça nous amène à ce moment-là soit à interpeller des décideurs publics, soit à faire une manifestation, soit à faire un communiqué de presse ou une conférence de presse, soit à faire une campagne de sensibilisation de la communauté ou une campagne d'appui pour qu'il y ait un maximum d'organismes qui dénoncent ces pratiques-là, puis qu'on se situe dans un mode de changement. Au fil des ans, on a mis de plus en plus d'énergie, en fait, pour combattre les pratiques collectives, abusives ou systémiques, dans le fond. Puis les batailles qui sont gagnées, on ne peut pas prendre rien pour acquis. D'ailleurs, ce qu'on constate actuellement, malgré des ouvertures certaines au niveau des plans d'action en santé mentale, la politique de santé mentale, où les gens, ce sont des personnes, ce ne sont plus des malades maintenant, sont égaux et tout ça. Ben, nous, ce qu'on constate actuellement, c'est qu'il y a une augmentation importante des pratiques coercitives en psychiatrie. Il faut se questionner si quand des pratiques exceptionnelles, dans le fond, sont en augmentation, il y a quelque chose plus si exceptionnel que ça. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Là, C'est ce qui conclut cet épisode de Plein Notre Casque, un balado d'Action Autonomie. On tient à remercier Isabelle pour son témoignage, Ghislain pour l'entrevue et Pablo Roy-Avilan pour le prêt du matériel et la post-production. Dans le prochain épisode, je lui demande une référence à un psychiatre. Parce que là, je lui dis, bon, ça fait quelques années quand même que je vis des enjeux de santé mentale et puis ben là, je me ramasse à l'urgence. Il faudrait comme adresser le problème un peu plus sérieusement et correctement.
Et là, il me répond une chose qui est particulièrement intéressante et choquante. Il me dit « Ah non, mais dans le fond, je vais pas te faire une référence, ça donne rien. » Parce que ce qui se passe avec les psychiatres, c'est que ça prend tellement longtemps avant de les voir qu'on est mieux d'essayer une médication.